gabonaise. Hier, sur ce même plateau, vous le savez, nous recevions les membres du comité constitutionnel national, ceux-là même qui ont eu à charge la rédaction du projet de la nouvelle constitution qui sera soumise, vous le savez, à l'approbation des Gabonais dans les tout prochains jours via un référendum. Pour éclairer l'opinion, le CCN, Comité constitutionnel national, a donc décliné tout le processus qui aura conduit à l'élaboration de ce projet constitué de 12 titres, 24 chapitres, 12 sections et 194 articles. Avant les débats autour des polémiques à controverse, la pédagogie se poursuit. Ce soir, allons disséquer les principales caractéristiques du projet de la nouvelle constitution en République gabonaise. Qu'est-ce qui différencie les deux constitutions dans la forme, dans le fond? Quels ajouts, quelles nouveautés, quels retraits? Avec moi, bien sûr, Patricia Lydie-Mollet. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Marcel Tibinda. Tout de suite, la présentation de nos invités. En effet, sur ce plateau, nous avons 4 invités. Nous allons commencer par les présenter. D'abord, par ma droite, nous avons M. François Ndongobian, qui lui est acteur politique. Bonsoir, M. Ndongobian. Bonsoir. Merci d'être présent ce soir. À côté de vous, nous avons le professeur Bruno V. Eban, qui est membre du comité constitutionnel national. Bonsoir à vous, professeur. Bonsoir, Patricia. Merci encore d'être présent ce soir. À ma gauche, nous avons le docteur Ondi Grégory Leinda, lui également est membre du comité constitutionnel national. Bonsoir, docteur, bonsoir, et merci encore. Merci bien. Et enfin, à côté du docteur, nous avons M. Harold Steve Zuengemando, qui est juriste, acteur politique. Bonsoir à vous. Bonsoir, Madame Lydie. Merci encore d'être présent ce soir. Voilà, merci messieurs, en tout cas d'avoir spontanément accepté notre invitation pour, nous l'avons dit, aux Gabonais, la pédagogie se poursuit. Pour dire oui ou pour dire non, il faut bien savoir de quoi est constitué finalement ce qui constitue ce projet de la nouvelle constitution en République gabonaise. Patricia, tout de suite. Tout de suite, nous allons regarder justement ce reportage de Mukambi Rodolphe Boma, la nouvelle constitution, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sera d'ici là soumise à l'adoption du peuple par voie référendaire, écrite sur les traces de la constitution de 1991. Sera-t-elle différente? Eh bien, c'est ce que nous dira Rodolphe Mukambi Boma à travers ce reportage. Voici 2 exemplaires de la loi fondamentale gabonaise. À gauche, la Constitution de 1991 qui renforce la charte de la transition en vigueur jusqu'à ce jour. À droite, la mouture de la future Constitution actuellement en élaboration est déjà amendée par l'Assemblée constituante. Sur la forme, quelques différences apparaissent notamment le nombre d'articles de loi. Plus concrètement, la Constitution de 1991 ne dispose que de 119 articles, tandis que celle de 2024 en instance d'adoption regroupe 194 articles avec environ une quarantaine d'articles totalement nouveaux dans le corpus constitutionnel. Tout aussi visible, la différence du nombre de titres, 12 dans la Constitution de 1991, compte 13 en cours d'adoption subdivisés en 24 chapitres et 12 sections. Cette fois, l'élaboration de la Constitution s'est faite sans l'apport d'experts étrangers, contrairement à celle de 1991. En attendant son adoption, la future loi fondamentale a encore une dernière étape cruciale, la remise du rapport final à l'exécutif et l'organisation du référendum. Voilà, messieurs, nous revenons sur ce plateau après ce reportage de Rodolphe Mukambi Boma qui nous fait une petite étude comparative quant à la forme et les différences qu'il y avait entre l'ancienne et ce nouveau projet constitutionnel. Professeur, l'ancienne constitution comptait par exemple 119 articles. Le nouveau projet, lui, passe à 194. Qu'est-ce qui, pour les Gabonais, pourrait justifier cet écart? Merci Martial pour la question. Il faut d'abord rassurer les Gabonais en leur disant que nous avons conservé le patrimoine constitutionnel gabonais, du moins le patrimoine issu de la Constitution de 1991. Dans la forme, c'est vrai, il y a un peu plus d'articles, mais allons-y d'abord dans la structure. Dans la structure, nous n'avons changé qu'un point, c'est-à-dire le titre préliminaire que nous avons transformé en titre premier.
celui qui consacre notamment les droits fondamentaux des individus, en voulant renforcer la place de l'individu dans la République. Et maintenant, qu'est-ce qui explique l'augmentation des articles? C'est dû aux enjeux nouveaux. C'est-à-dire que la Constitution de 1991, on a gardé beaucoup de choses de cette Constitution, mais on a apporté de nouvelles choses qui rentrent, qui s'immiscent justement dans l'écosystème actuel, l'écosystème politique, culturel, social et économique du Gabon. Et c'est ce qui explique cette quarantaine d'articles de plus. D'accord. Alors, c'est selon, si quelqu'un voudrait réagir, mais j'aimerais bien avoir l'avis de M. François Ndongobian, acteur politique. Ça ne vous choque pas à ce niveau que l'ancienne Constitution parlait de 119 articles et puis ce nouveau projet lui en compte 194. Oh, ça ne choque pas. Je pense que l'explication qui vient de nous être donnée est valable, est très bonne. C'est vrai que la culture constitutionnelle internationale conseille et recommande de faire l'effort de synthétiser les articles pour en réduire le nombre. Mais il faut comprendre que l'environnement a changé. Ceci pourrait expliquer cela. Bien sûr, de 91 à 2024, ça fait 33 ans. Et en 33 ans, le monde a bougé sur des problèmes nouveaux qu'il faille prendre en compte pour que nous allions face aux problématiques nouvelles. Donc la Constitution était en droit de progresser un peu à nombre d'articles. D'accord. Alors, je m'adresserai au docteur Ondi Grégory Leyinda, justement, vous qui êtes membre du Comité constitutionnel national. Ça veut dire que vous êtes basé sur l'existant, donc la Constitution de 1991. Alors, qu'est-ce qui a été gardé dans tout cela? Bien avant de répondre à votre question, pour enchérir à ce que disait le professeur Bruno Veyman, le titre préliminaire a été donc retiré, mais surtout pour permettre à ce que nous puissions, dans un titre 1, affirmer les droits et libertés fondamentaux dans une démarche tout à fait pédagogique pour que nous puissions bien scinder à la fois les droits et devoirs du citoyen et surtout de l'État, et d'autre part des principes et des valeurs, n'est-ce pas, de la République. Donc c'est cette organisation qui tient à une volonté de clarification des droits, des devoirs, des principes, des valeurs de la République, qui peut aussi expliquer, puisqu'il y a des titres en plus qui ont été donc ajoutés pour mieux expliquer ce que je venais de dire tantôt, c'est cela qui peut expliquer le fait qu'il y ait une dizaine, une vingtaine d'articles qui se sont ajoutés à ceux que l'on a connus en 1991. Revenons sur la question principale de ce qui a été retiré. Évidemment, comme le professeur Bruno l'a dit tout à l'heure, nous avons un patrimoine constitutionnel. Depuis les constitutions de 1959, 61 et bien d'autres jusqu'en 91. Par exemple, ce qui a été retenu, je prends comme ça au hasard un fait sur la protection par l'État des Gabonais résidant à l'étranger et la garantie de leur participation à la vie de la nation, eh bien, c'est une disposition qui a été par exemple maintenue dans le cadre du projet de constitution que nous avons aujourd'hui soumis ou que le président de la République soumettra prochainement, n'est-ce pas, au référendum. Mais vous avez fait référence tout à l'heure au préambule. Que dit le préambule, justement, qui a été changé? Non, le préambule, il y a quelques aspects du préambule qui ont été modifiés, mais dans tous les cas, on reconnaît toujours dans le projet, par exemple, le fait que la famille, pour revenir à ce qui peut parler à l'ensemble des Gabonais, la famille a toujours été considérée comme la cellule de base de la société, à laquelle que l'État assure une protection particulière. N'est-ce pas, dans le mariage, on a le support légitime. Cette disposition existait déjà, c'était une disposition existant dans la Constitution de 1991 qui a été reprise en l'état dans le projet de Constitution que vous avez. D'accord. Alors, je vous propose de revenir dessus, le temps de faire un premier tour de table. Tout le monde a un peu pris la parole. On va se retourner vers Harold Steve Ziengimondo, qui est un acteur politique, pour une mise en bouche. On parlait effectivement dans la forme de cette petite différence au niveau des articles. Vous non plus, ça ne vous dérange pas? Ça ne vous interpelle pas? Bien sûr que si, on ne peut pas vivre au Gabon
et ne pas être interpellé par ces problèmes. Vous savez, on est parti de 91 à 2024. Je prends cet exemple, cet intervalle large. Le milieu politique gabonais a beaucoup évolué. Et il a fallu, au fil du temps, vous savez, de 91 jusqu'à 2023, nous avons connu beaucoup d'élections. Nous avons connu beaucoup de faits politiques et beaucoup de faits de société qui ont fait en sorte qu'on puisse effectivement se rendre compte au fil des années qu'il fallait amender un certain nombre de dispositions aujourd'hui qui n'étaient pas, comme le confrère venait de le signaler tout à l'heure, qui n'étaient pas prises en compte dans les anciennes constitutions. Donc c'est fort de cela justement qu'avec la pratique du droit, il a fallu qu'on essaie de rectifier au fur et à mesure, l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, qu'on essaie de rectifier là où nous avons fauté hier. D'accord. Allez, Patricia. Alors, justement, toujours parlons de cette Constitution. Eh bien, la prochaine loi fondamentale comportera en son sein une quarantaine d'articles nouveaux, nous l'avons dit tout à l'heure. On a dénombré, j'y arrive, quelques articles réécrits et d'autres gardés en l'état, comme l'a souligné d'ailleurs le docteur Leinda tout à l'heure. Alors, pour en savoir davantage, suivons les détails dans ce reportage de Wivine Abesso. Un projet de constitution dont l'un des objectifs fondamentaux est de relever la dignité des Gabonais. On y retrouve des éléments de continuité de notre patrimoine constitutionnel enrichis par des éléments nouveaux qui sont de nature à améliorer notre nouvelle constitution. Elle tient compte du contexte national et international, mais surtout des 38 000 contributions des Gabonais. C'est ainsi que dès l'entame, c'est-à-dire dès la première ligne du préambule, alors que dans l'ancienne constitution, on lisait « Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. » Il se lit désormais « Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu, devant ses ancêtres et devant l'histoire. » L'ajout des ancêtres renvoie à l'idée de la nation, c'est-à-dire les morts et les vivants. L'article 187 a également été réécrit. Il renforce les situations d'obstacle à toute révision constitutionnelle. Dans le projet de constitution, on découvre une quarantaine d'articles nouveaux et comme nous l'avons dit à l'entame, pour restaurer la dignité du Gabonais. Ainsi, l'article 13 donne le droit exclusif aux personnes de nationalité gabonaise au titre foncier. Le paragraphe 12 du préambule accorde la souveraineté du peuple sur les ressources naturelles de son sol et de son sous-sol, ainsi que du numérique. L'article 21 instaure l'obligation au service militaire pour renforcer l'amour de la patrie. L'article 53 dispose l'obligation pour le candidat à l'élection présidentielle d'être marié et de parler une langue locale. Les articles 187, 189 et 136 qui consacrent les intangibilités, c'est-à-dire les dispositions qui ne peuvent faire l'objet de modifications. Ce sont la forme républicaine, le caractère pluraliste de la démocratie, la séparation des pouvoirs, le nombre et la durée des mandats présidentiels, la définition du mariage, entre autres. À ces dispositions ajoutées et réécrites, plusieurs autres ont été gardées en l'état, c'est-à-dire comme rédigé dans la Constitution de février 1991. Voilà donc, merci à Wivine Ovandang pour ce récapitulatif, on va dire, ce reportage. Et c'est d'ailleurs à cet exercice que nous allons nous adonner ce soir. Voilà, nous adonner ce soir, rentrer dans le projet de cette nouvelle constitution, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été retranché. Et on va commencer avec cet objectif du comité qui le disait hier, une constitution qui restaure la dignité des Gabonais tout en garantissant les droits des personnes étrangères. Messieurs, et là je m'adresse au professeur et à vous, docteur, dans un premier temps, dans cette constitution, à quoi faites-vous allusion lorsqu'on parle de restaurer la dignité des Gabonais tout en garantissant les droits des personnes étrangères?
Merci Martial pour cette question. Cela a été rappelé hier lors du passage des autres membres du comité constitutionnel, en tête desquels Madame le coordonnateur du comité constitutionnel. Restaurer la dignité des Gabonais tout en garantissant les droits des personnes étrangères, commençons par ce point, la restauration de la dignité des Gabonais. Il ne vous aura pas échappé que pendant ou avant même les élections générales d'août dernier, plusieurs Gabonais se sont plaints sur la place publique, appelant à l'aide les autorités politiques, les autorités, des plus hautes autorités en matière foncière, par exemple, en matière d'attribution d'eau et d'électricité, à l'accès au logement, aux soins, à la santé. Lors de la prise de pouvoir par les militaires, le coup de libération du 30 août 2023, le cap est donné par les militaires dans le cadre du chronogramme de la transition, appelant les citoyens gabonais à se prononcer sur la situation de leur pays, en dresser un diagnostic. Et c'est à partir de cela qu'a été donc fait l'appel à contribution. On l'a rappelé hier sur le plateau, 38 140 contributions de nos compatriotes. Ces 38 140 contributions de nos compatriotes ont donné lieu à la rédaction d'un rapport qui a été donc la base de travail lors du dialogue d'Angondjé, du dialogue donc, national inclusif du mois d'avril dernier. Alors, il s'agissait de réunir des Gabonais pour traiter des questions à la fois sociales, économiques, politiques pendant un mois et restaurer la dignité des Gabonais dans la commission sociale. Il faudra le rappeler pour que nos compatriotes l'entendent. Le foncier, les Gabonais qui se sont exprimés au sein de cette commission, une recommandation forte préconisait que l'accès à la propriété ne soit réservé exclusivement qu'aux citoyens gabonais. C'est le cas aujourd'hui avec la rédaction du projet de constitution. Désormais, comme nouveauté, pour restaurer la dignité des Gabonais, il y a inscrit dans le projet de constitution le droit exclusif au titre foncier aux personnes de nationalité gabonaise. C'est une nouveauté. Ce n'est pas que pour faire beau. Je pense que l'intérêt également, c'est d'évoquer les articles et les décliner peut-être tels qu'écrits. Par exemple, l'article 13, du projet de constitution. L'article 13 du projet de constitution, le droit exclusif vous en faire lecture aux personnes de nationalité gabonaise. L'article 13 dispose, par exemple, en l'espèce, que l'obtention d'un titre foncier par les personnes physiques est un droit exclusivement réservé aux Gabonais. Tous les Gabonais de toutes les couches sociales, mais surtout les plus défavorisés, sont tout à fait avisés de pouvoir donner leur assentiment à cette disposition qui réserve la terre, qui est un élément d'identité, qui est un élément d'appartenance, d'attachement à la nation gabonaise. La réserver aux Gabonais constitue l'un des axes forts, en tout cas l'une des dispositions majeures de ce projet constitutionnel. Monsieur François Ndongbian, vous qui êtes acteur politique et qui êtes également à l'écoute des Gabonais, là on parle de cet article 13 sur le foncier. Quel serait votre commentaire par rapport à ce qui a été énuméré ? Oui, nous avons vu ça, que l'article 5 consacre l'exclusivité de la propriété foncière aux nationaux. C'est un souci, c'est une préoccupation nationale, eu égard à nos propres turpitudes. Donc maintenant, il adviendrait que la loi qui sera prise au-delà de la Constitution fixera les conditions. Parce que nous avons aussi un souci d'attractivité extérieure, nous avons aussi des principes de réciprocité à concevoir. Mais ce qu'il faut convenir et dire et proclamer avec vigueur, c'est que la terre gabonaise doit être protégée. Et que même si on est gabonais soi-même, on ne peut pas s'exercer à des emprises foncières pour spéculer et les vendre à des tiers qui seraient des expatriés. C'est une souci nationale. Moi, j'ai appris hier, par exemple, que dans la région de Langounier, un Gabonais avait acquis un terrain par le canal d'un expatrié. C'est ahurissant. Il faut en finir avec ces pratiques et puis passer à autre chose. Mais il faut d'abord comprendre qu'une constitution, c'est l'âme d'une nation. Tout à fait. Je n'ai pas dit d'un pays, une nation qui fonde les caractéristiques du bon vivre ensemble.
et la structuration de l'harmonisation des organes politiques. Et ensuite, de l'exercice par les acteurs politiques de leur activité politique. C'est là où on trouve que certainement elle ne peut pas satisfaire à tout le monde. Parce qu'on ne fait pas déjà l'unanimité dans sa famille, ce sera difficile d'en faire au plan d'une nation. Mais il est essentiel pour que nous fondions le bon vivre ensemble, que nous ayons une bonne constitution. Ensuite, celle qui va arriver proclame de manière un peu plus précise, de manière un peu plus affinée, les droits fondamentaux des citoyens. Mais elle fixe les obligations à l'État gabonais. C'est ça aussi qu'il faut retenir. L'État a désormais des obligations, tout comme des nationaux. C'est l'exemple on appelle du service militaire. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Nous sommes devant la réalité des devoirs partagés. Et ces devoirs partagés, il faut les assimiler, il faut les mettre en pratique et pour permettre à notre nation d'avancer. Vous parlez du service militaire, il s'agit de l'article 21, l'obligation du service militaire pour renforcer l'amour de la patrie. Patricia? Alors, je reviendrai un peu avec monsieur le professeur Bruno Véhéban sur la responsabilité, notamment toujours sur les dispositions en ce qui concerne le préambule. Alors, la responsabilité devant Dieu, c'est une disposition qui existait déjà. La consécration de la libre pratique de la religion et de culte qui a été réécrite pour intégrer la dimension liberté de culte. Est-ce dire qu'auparavant, cette liberté n'existait pas? Non, cette liberté existait, mais elle n'était pas précisée. Hein, depuis 1960, on consacre la laïcité et la liberté de culte au Gabon, sauf que nous avons voulu rentrer dans le détail et surtout réaffirmer le fait que le peuple gabonais est un peuple fondamentalement croyant, religieux, attaché à ses rites, à ses traditions et à ses cultes. Pour la question de Dieu, on l'a aussi ajouté dans le serment présidentiel. Je vais vous faire une petite digression, excusez-moi, mais c'est peut-être parce que certaines personnes n'avaient pas la crainte de Dieu qu'ils se permettaient d'agir d'une certaine manière au Gabon. Et donc nous réaffirmons dans cette constitution l'attachement à nos croyances. Le peuple gabonais est chrétien, il est musulman, il est traditionnaliste, il est rituel. Et donc, c'est cet attachement vibrant à nos traditions, à nos cultures, que nous voulions réaffirmer dans cette constitution, justement, pour que le Gabonais se réapproprie ce qui lui appartient. Pour rajouter à ce que disaient mes collègues de plateau, cet attachement à la terre, ce n'est pas seulement au niveau du titre foncier, c'est aussi au niveau des richesses du sol et du sous-sol. Et je crois qu'avec le droit de préemption que nous avons fait valoir avec Assala, c'est une traduction constitutionnelle de ce fait que les richesses du sol et du sous-sol appartiennent d'abord aux Gabonais. Et donc les Gabonais doivent se réapproprier leur territoire, leur culture, leur tradition avant tout. Ce n'était pas le cas avant. Les richesses du sol et du sous-sol n'appartenaient pas aux Gabonais. Ça appartenait aux Gabonais, mais nous savons ce que nous avons vécu, nous n'allons pas revenir là-dessus. Ce qui est sûr et certain, c'est que avec cette constitution, avec ces dispositions, nous voulons montrer aux Gabonais qu'ils ont été entendus et écoutés. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parfois, les Gabonais ne se sentaient plus chez eux. Ils se sentaient envahis, ils se sentaient dominés. Avec ces dispositions, nous disons aux Gabonais que désormais, ça vous appartient. Et vous avez le droit de revendiquer ce qui vous est dû. C'est ça l'objectif. Et cette responsabilité également devant, excusez-moi, cette responsabilité devant les ancêtres, idées de nation, les morts et les vivants, c'est également une nouvelle disposition, toujours dans le préambule. Oui, justement. Et il y a quelque chose que nous n'avons pas dit tout à l'heure. Nous avons traduit dans cette constitution une décision de la Cour constitutionnelle des années 90, je crois, qui intégrait le préambule dans le bloc de constitutionnalité. Là, il n'est pas question de laisser une interprétation constitutionnelle. Là, nous l'avons clairement affirmé. D'abord, que le préambule fait partie de la Constitution. Ensuite, pour revenir à ce que vous disiez, ce préambule
on peut donc dire que ce sont des dispositions constitutionnelles obligatoires. Et par rapport à l'attachement au sol, par rapport à l'attachement à nos valeurs, à l'attachement à nos cultures, à l'attachement à Dieu, nous nous réapproprions en quelque sorte ce qui fait de nous des Gabonais à travers ce projet de constitution. Alors, par rapport justement à ce qui est nouveau, à ce qui a été réécrit, il y a, lorsqu'on parle, moi je reviens sur la restauration de la dignité des Gabonais, s'agissant notamment des personnes vivant avec les handicaps. Allons à l'article 32. Par exemple, la garantie, qui parle de la garantie aux personnes vivant avec un handicap, l'égal accès aux emplois du service public. Dans ce nouveau projet, on parle de réécriture, notamment pour intégrer la dimension d'égal accès aux emplois publics. Ce n'était pas le cas? C'est un peu surprenant, ça. Ce n'était pas écrit, oui. Ce n'était pas écrit ainsi. D'accord. Voilà. C'est ça que je vous disais, qu'on a pris en compte les réalités du moment. D'ailleurs, cette notion de, vous savez, que cette notion de personnes vivant avec un handicap et des personnes handicapées a fait l'objet de beaucoup de commentaires, de beaucoup d'analyses. Ça fait débat, effectivement. Ça fait débat. Donc, la Constitution actuelle, celle qui va venir, prend en compte cette réalité en étant plus précis et en essayant d'affirmer de manière péremptoire que désormais, toute action publique, tout investissement public devrait prendre en compte la problématique des personnes vivant avec un handicap. Et que tous les emplois publics et privés sont réservés aussi aux personnes vivant avec un handicap. Maintenant, les lois viendront certainement par le futur préciser les modalités de sanction des personnes qui violeraient ce principe constitutionnel. D'accord. Alors, je reviendrai sur la consécration, notamment en ce qui concerne l'article 25, la consécration de la conception traditionnelle du mariage comme étant l'union entre deux personnes de sexe opposé. C'est une nouveauté. On a également parlé de cela hier. Alors, lorsque vous parlez de nouveauté, ça donne l'impression que ce mariage ou ce type de mariage n'existait pas auparavant. Pourquoi donner cette précision ? Alors que le mariage aujourd'hui, sexe opposé, c'est le mariage en fait. Mais aujourd'hui, vous donnez cette précision comme une nouveauté. Il ne vous aurait pas échappé, il y a quelques années, dans ce pays, qu'on a dépénalisé l'homosexualité. Il ne vous aura pas échappé non plus, dans ce pays, qu'il y aurait eu une organisation internationale qui aurait essayé de pousser le Gabon à éduquer les enfants dans un certain sens. Nous disons dans ce projet de constitution que le mariage, nous réaffirmons ce qui est déjà écrit d'ailleurs dans le Code civil, que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Nous le réaffirmons, mais nous ajoutons quelque chose. Nous ajoutons le fait que l'État a l'obligation d'inculquer cette définition du mariage et de la famille dans les manuels scolaires. Et, sauf si je me trompe, il ne vous a pas aussi échappé qu'on a mis du temps à faire sortir les super efficaces de l'école primaire. Il était justement question de prendre en compte les résolutions du dialogue national inclusif pour les introduire dans les manuels scolaires. Et dans les manuels scolaires actuels, on enseigne cette définition de la famille. En fait, c'est pour un retour à nos valeurs. Et puis, il faut continuer à affirmer avec vigueur que cette disposition ne proclame pas l'homophobie. Non, pas du tout. Elle proclame simplement l'existence de nos valeurs. Puisque tout à l'heure, vous avez parlé d'ancêtres. Si on a mis le principe de l'ancestralité dans notre constitution aujourd'hui, c'est que chaque peuple doit se reconnaître dans sa réalité. C'est ça la vérité. Une constitution, elle doit être la constitution des Gabonais. Et notre réalité, on la connaît. Mais cela n'empêche que chacun est libre de gérer son espace intime comme il l'entend. Mais simplement, nous disons que pour se présenter devant une institution qu'on appelle le mariage, il faut être de sexe opposé. Bien évidemment. Monsieur Harold Steve Zuegema, c'est tout simplement... Vous ne souhaiteriez pas intervenir sur la question? Justement, je souhaitais intervenir parce que, vous savez, la famille est le socle même de la société. Et vous le savez, nous tous nous le savons et nous l'avons vécu malheureusement. On a essayé de dénaturer malheureusement cette société
on a essayé de dénaturer cet organe qu'est la famille il y a quelques années en arrière. Et ça nous a malheureusement laissé un très mauvais goût. Et voilà d'ailleurs la raison pour laquelle je tiens à féliciter le CTRI, parce que lorsque le CTRI a pris le pouvoir, l'une des premières recommandations qui a été visible dans la charte de la transition était justement la reconnaissance de la consécration de cette conception traditionnelle du mariage comme étant l'union entre deux personnes de sexe opposé. Quand on sait que 1 an ou 2 ans en arrière, on a voulu, comme venait de le dire mon collègue de table ici, on a voulu nous inculquer, on a voulu nous entraîner dans l'abîme. Et on sait tous ce que certains de nos parlementaires ont subi pour le fait de ne s'être pas prononcé là-dessus. Et ça fait beaucoup couler d'encre de salive. Donc, allez-y, oui. Alors, je voudrais renchérir. Évidemment, affirmer le retour aux valeurs traditionnelles. Le président, monsieur Ndongobian l'a rappelé, ce n'est pas l'affirmation de l'homophobie. Chacun est libre de pouvoir librement, dans son espace privé, son orientation éventuellement, son orientation sexuelle. La liberté matrimoniale est garantie. Ça n'est pas aussi se refermer sur soi, puisque, comme on l'a dit d'entame, restaurer la dignité des Gabonais tout en garantissant les droits des personnes étrangères. On en parle peu. Dans le discours public, dans le débat public, on entend que le citoyen, le Gabonais ou le peuple gabonais se referme sur lui-même. Mais en écrivant, en mettant, en consacrant la protection des personnes étrangères et en garantissant effectivement la protection de leur famille et de leurs biens, consacrant cela à l'article 6 donc, du projet, je vais pouvoir vous en faire lecture, c'est dire que le Gabon ne s'est pas fermé. Le Gabon reconnaît, et pour une fois, et c'est une nouveauté, vous l'aviez dit, nous, à l'article 6, dans le projet de communauté constitutionnelle, que dit l'article 6 ? Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit pour sa personne, sa famille et ses biens de la protection de la loi. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République. On le dit moins, mais là nous venons pour la première fois d'affirmer la protection et la garantie des biens et des droits des personnes étrangères vivant sur le sol national, sur le territoire national. C'est peu de le dire, mais c'est une avancée majeure. Ça veut dire que le Gabon, puisque notre projet de constitution a une dimension aussi moderne, n'est-ce pas? Le professeur Rondo Télésor l'a rappelé ici hier, il y a un aspect de modernité, c'est l'ouverture effectivement. Et par cette disposition de l'article 6 du projet de constitution, on voit que le Gabon ne dit pas non à l'extérieur. Nous affirmons nos valeurs traditionnelles, nous disons en tant que Gabonais, en tant que Bontou, que le mariage c'est l'affaire d'un homme et d'une femme. Cependant, nous ne disons pas non aux étrangers à qui on reconnaît effectivement leur place au sein de la société, pourvu qu'ils se conforment aux lois et aux règlements de la République gabonaise. De la République. D'accord. Alors, toujours sur la restauration de la dignité des Gabonais, et là, vous avez apparemment ce projet à penser notamment aux femmes qui veulent se lancer en politique. Et là, je parlerai de l'article 20. Ça, ce n'est pas nouveau, mais je pense que ça a été réécrit. Ça a été réécrit, l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux. Donc, réécriture pour intégrer l'égal accès comme un droit et non plus comme une mission des partis politiques. Mais encore. Oui, parce que avant, c'était les partis politiques qui devaient respecter ces dispositions. Je crois, je parle sous le contrôle du président de l'Assemblée nationale. C'était, je crois, 30% de jeunes, 30% de femmes et le reste 30%. Mais à l'épreuve des faits, aucun parti politique n'a véritablement respecté ces dispositions. Et c'est ce qui a justifié justement que nous ajoutions cette notion d'égal accès et non plus de conférer cette mission aux partis politiques, mais autant que possible à l'État. Et puis cette réalité va connaître des évolutions certaines.
La population mondiale est estimée à plus de 8 milliards de personnes. Il y a là-dedans 6 milliards de femmes. Moi, j'ai fait mes études de CP1 en terminale. Jamais une classe n'a été dominée par les filles. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Tout à fait. Donc, il y a des réalités pour lesquelles on discute pour rien. Nous devons tomber sous le coup et le sceau de l'évidence. Les femmes seront plus nombreuses que nous et occuperont tous les emplois, à condition aussi qu'on n'en fasse pas des promotions, j'allais dire, indigestes. Et les femmes ont l'égal accès aux fonctions, aux politiques et administratives, mais dans l'égalité des chances et des qualités et des capacités. Moi, j'y crois parce que vous allez à l'université au Marbongo, les filles sont plus nombreuses que les hommes. C'est une réalité. Alors, je reviendrai un peu sur toujours ces articles-là, l'article notamment 41, l'obligation pour l'État de promouvoir les langues locales. Aujourd'hui, il est question de revenir sur nos valeurs, la promotion de notre culture, la promotion de nos langues. Alors, l'obligation justement pour l'État de promouvoir les langues, quand on sait quand même que nos enfants aujourd'hui, cette langue ou les langues ne sont pas parlées par nos enfants. Aujourd'hui, c'est une nouveauté dans ce qui concerne la Constitution. Alors, comment cela devrait en fait se manifester quand on sait quand même, je l'ai dit tout à l'heure, que nos enfants ont cette incapacité pour certains de pouvoir mieux parler ou sinon parler les langues maternelles? Si tu veux parler à ton ancêtre, il faut parler ta langue. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que quand vous avez vu plus haut que nous avons introduit la notion d'ancêtre, mais on ne parle aux ancêtres que dans le langage qui est le sien, qu'il a pratiqué en étant ici, et qu'il est censé d'abord percevoir, même s'il a acquis une dimension spirituelle élevée. Non, je crois que là aussi, on est dans les exigences du monde qui vient. Le monde qui vient proclame que tout un chacun se reconnaisse dans sa réalité, dans ses qualités. Le Gabon est l'un des pays d'Afrique les plus déstructurés là-dessus, sur les principes même de la conservation de nos valeurs traditionnelles. Et c'est pas mal que les constituants du comité constitutionnel aient introduit ces notions. Vos enfants, nos enfants ne sont initiés à rien au plan de nos rites. Et vous avez raison, ils ne parlent pas nos langues. Nous sommes fautifs. Nous avons voulu habiter Libreville en ignorant la force et la capacité de notre environnement et de ce que nous sommes. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se soit développé en parlant la langue d'autrui. Tout comme je ne connais pas quelqu'un qui se soit développé en copiant les autres de manière sauvage. Il faut pour cela toujours, même dans le mimétisme, avoir un socle véritable qui te tient à ta propre création. Et donc, il faudra effectivement parler une langue. C'est bien. Et d'ailleurs, si nous sommes courageux, si nous quittons nos espaces un peu triviaux, nous sommes en droit de rechercher les voies et moyens qui nous amènent à pratiquer 2 langues nationales, par exemple. Alors, en termes de nouveautés également, et puisque M. François Ndombian parlait justement de ces jeunes qui sont sortis de leur milieu naturel. Bon, parlons d'environnement. C'est pas peut-être directement lié à la culture, la préservation des générations futures. Et là, c'est une nouveauté, c'est dans le préambule 7. Lorsque vous parlez de préservation de générations futures en matière d'environnement, qu'est-ce que les Gabonais doivent comprendre? Tout simplement que c'est dans le cadre de la poursuite des engagements du Gabon en matière de développement durable. Le Gabon est engagé dans ces politiques internationales de préservation de l'environnement et de se dire que le développement que nous voulons aujourd'hui doit garantir les meilleures conditions de vie d'aujourd'hui, mais aussi pour nos enfants et nos petits-enfants pour l'avenir. Donc, dans le cas des ressources que nous avons, nous les utilisons de manière rationnelle, mais nous devons aussi permettre d'offrir les opportunités
aux générations futures de profiter des mêmes avantages que nous profitions aujourd'hui. L'ancienne constitution ne parlait pas de protection de l'environnement. Si, on parlait de protection de l'environnement. Pas en ces termes. Mais pas en ces termes. Pas en ces termes. Là, on réaffirme la volonté de garantir aux générations futures le fait qu'ils trouveront un pays où il y aura toujours des parcs nationaux, où ils pourront voir des éléphants, où ils pourront voir des buffles. On garantit aux générations futures que dans quelques années, le front de mer n'aura pas totalement disparu, envahi par la mer, et on mettra tout en œuvre pour que ça reste en l'état. C'est ce que nous communiquons dans ces dispositions constitutionnelles. L'idée de préservation. Voilà, l'idée de préservation. La protection, c'est une chose, la préservation est une autre. En est une autre. Ça fait deux activités qu'on doit mener ensemble pour nos générations futures. D'accord. Alors, dans toujours cette loi fondamentale apparaît également la reconnaissance de la société civile, les associations, les ONG, les fondations. Mais apparemment, certes, c'est une nouvelle disposition qui apparaît, mais les membres de la société civile exerçaient déjà en ce qui concerne leurs activités au sein de la société. Aujourd'hui, pourquoi mettre cela comme disposition, mais nouvelle ? Je crois qu'à l'époque, au risque, si je ne me trompe pas, c'était le droit d'association qui était inscrit dans la Constitution. On garantissait à tous les citoyens le droit de manifester, de s'exprimer, mais aussi de se regrouper en mouvement associatif, politique ou apolitique. Ce que nous avons, c'est comme le disait le président tout à l'heure, nous avons voulu rentrer dans le détail pour montrer à toutes les couches de la société que nous avons pensé à tout le monde, à toutes les strates de la société, en l'occurrence à la société civile. Et c'est justement aussi, dans cette Constitution, nous réaffirmons le dialogue social dans cette Constitution, en disant que l'État doit tout faire pour promouvoir le dialogue social à l'aide justement des organisations de la société civile. C'était ça l'objectif. Et pour enchérir, surtout de dire que cela constitue un aspect de la démocratie participative et pluraliste. Le constitutionnaliser aujourd'hui la société civile, en tout cas les organisations ou sociétés civiles non gouvernementales, organisations non gouvernementales, c'est leur réserver une place de choix dans la conduite, évidemment, des affaires publiques. Beaucoup ont souvent fustigé le fait pour certains représentants de la société civile de se mêler au débat politique parce que, disons, qu'il y avait un cloisonnement qui ne devrait pas pouvoir être, qui devait être assez étanche. Il fallait surtout pas que le représentant, il me semble que le président ici pourrait bien le dire, ils ont souvent été taxés d'opposants politiques sous la bannière des actions civiles. Mais l'acteur civil doit participer pleinement, n'est-ce pas, à l'organisation de l'État et bien d'autres aspects de la vie en société. Donc le constitutionnaliser ici, c'est d'affirmer la place qui est celle qui doit être donnée, accordée, n'est-ce pas, aux acteurs de la société civile, qui sont plus nombreux et qui ont évidemment participé au débat de façon fort bien intelligente. C'est également votre avis, M. Juengueman? Oui, c'est mon avis. Vous avez le droit d'intervenir. Oui, c'est mon avis. Vous savez, tout à l'heure, mon collègue a dit ici qu'il n'existait que le droit d'association. Effectivement, lorsque vous regardez la réécriture de ces dispositions-là, aujourd'hui, la société civile va avoir la possibilité de pouvoir siéger comme dans les institutions comme le Conseil économique, social et environnemental. Ça va leur être clairement reconnu par la Constitution. On a parlé tout à l'heure de la culture. Vous savez, un peuple qui est sans culture est un peuple qui est appelé à disparaître. Lorsqu'on ignore sa culture, c'est très dangereux. Avant que le CTRI n'arrive, il était un peu bizarre de voir parler de langue locale dans nos établissements. À la limite, ça frisait les sensibilités de certaines personnes, alors qu'il ne fallait pas que ce soit le cas. Vous voyez, aujourd'hui, l'État, justement, par le biais des programmes, va devoir faire la vulgarisation et la promotion de nos langues vernaculaires. J'ai été malheureusement surpris un jour à un examen où j'ai auditionné une étudiante. Et lorsque je lui ai posé la question de savoir quelle était ça, parce que lorsque j'ai regardé son nom, je lui ai demandé de quel village elle était. Mais elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas
quel était son village. Je lui ai posé la question qui était son père. Elle dit qu'elle ne sait pas qui est son père. Sa mère ne lui en a pas parlé. Je lui ai posé la question de savoir est-ce qu'elle pouvait me dire une phrase en langue locale. Elle a été incapable de le faire. Vous voyez, j'ai été scandalisé de voir qu'un jeune Gabonais au XXIe siècle ne sache pas d'où il vient, qu'il ne sache pas ses origines, pendant que les jeunes aujourd'hui sont dans les réseaux sociaux et préfèrent avaler tout ce qui vient de l'extérieur. Vous voyez, à travers cette disposition, à travers cette recommandation-là qui émane du dialogue national, ce n'est pas la volonté du président de la transition, c'est la volonté du dialogue national, donc de tous les participants. Monsieur, et vous voyez bien que tout se tient, mesdames, messieurs, tout se tient depuis qu'on a commencé ces échanges. Tout à fait. Ancestralité, mariage de couples de sexes différents. Et aujourd'hui, la maîtrise d'une langue. Ça va nous amener jusqu'au comportement civique de ces citoyens. Mais vous, qui êtes le plus ancien professeur, est-ce que vous pensez que c'est rattrapable? Voilà ce cas qui est alarmant. Quasiment, elle ne connaît pas son père, elle ne connaît pas son village, elle ne parle pas la langue. Et là, il y a ces dispositions ou ces tentatives dans la Constitution pour essayer de faire quelque chose. Vous qui êtes le plus ancien, vous pensez que c'est rattrapable? Oui, j'en suis convaincu, c'est rattrapable. Les peuples peuvent se régénérer, à condition qu'on le veuille. Si nous voulons vraiment asseoir ce Gabon de l'espérance, en ramenant nos cosmogonies et nos cosmogénèses, et en faisant asseoir les principes de nos langues, que les autres ont appelé langues pour le terme assez pas prestigieux, ils ont appelé ça comme bon, passons. Mais il faut affirmer que ce sont nos langues. Et il faut affirmer que vraiment, quelqu'un qui veut se situer dans un espace territorial doit avoir l'identité de cet espace. Donc, nous avons nous-mêmes accepté. Moi, quand je suis rentré en 6e, les filles étaient renvoyées parce qu'elles avaient attrapé une grossesse. Mais c'était un moyen de réguler nos maternités. Et ensuite, de centraliser les principes de famille. Après, nous avons lâché sur ce principe. Nos sœurs ont commencé à faire des enfants sous le toit de leur père. Mais ces enfants-là naissent sous le sceau d'une éducation de grands-parents. Tout à fait. Et un grand-père est un grand-père, une grand-mère est une grand-mère. Donc c'est pourquoi quand on dit que le mariage est le fruit de deux personnes de sexe opposé, l'enfant qui en est issu va recevoir cette éducation quasiment mystique de l'équilibre d'un homme et d'une femme. Et si possible, en faire une femme ou un homme responsable. Donc, la problématique gabonaise, c'est que plus de 40% de la tranche de population de 5 à 40 ans a été élevée de manière monoparentale et par des grands-parents. Et là, vous me posez une question assez essentielle, mais je ne suis pas sociologue, je suis peu dans mon domaine. On peut rattraper ça. Mais comment, monsieur Quand on sait quand même qu'il y a un processus, ça ne sera pas d'un coup de baguette magique non plus. Parce que, l'arrière-pays est encore suffisamment, je mets les guillemets, blindé. Le président Oligui a signifié à ses ministres, et ce n'était pas innocent, de passer les vacances ici, dans leur village. Je ne sais pas où il a tiré ça, mais c'est ingénieux. Et même les parlementaires que nous sommes, nous en avons reçu l'indication. Mais c'est ça, il faut repartir vers nos villages et y amener nos enfants pour être confrontés à la langue du territoire et puis commencer à échanger. Et ensuite, ceux qui sont spécialistes de ces domaines-là, dans les sciences de l'éducation, sont à mesure de nous installer dans nos écoles l'apprentissage de nos langues. Je sais qu'il y a des spécialistes au Gabon, bien formés, mais c'est à nous de leur donner le dispositif. Alors, autre objectif du CCN, le Comité constitutionnel national, à travers ce projet de constitution, c'est de faire la promotion de la bonne gouvernance. Bon, lorsqu'on parle de bonne gouvernance, on peut imaginer, on peut peut-être se référer à certains écarts qu'il y aurait eu. La promotion de la bonne gouvernance, comment? À travers quels articles? Que dire aux Gabonais à ce sujet? La promotion de la bonne gouvernance, c'est notamment
l'adoption du référendum comme mode privilégié de révision de la Constitution. Quand on sait que... Alors ça, il faut bien l'expliquer aux Gabonais. Alors, le référendum comme mode d'adoption de la Constitution, donc mode privilégié. D'adoption et de révision désormais de la Constitution. Il y a des... Ce que nous avons voulu faire, c'est au regard de l'expérience. Le professeur Télésphore Ondor le signifie ici hier, la Constitution de 1991 a été modifiée 9 fois. 9 fois. Ouais. Et la plupart du temps, c'était au niveau des conditions d'éligibilité à la fonction présidentielle, soit pour maintenir, soit pour réaménager, en gros, pour faire en sorte que la même personne ou le même groupe politique se perpétue au pouvoir. Et on passait par le Parlement qui était très généralement monocolore. Ce que nous disons dans ce projet de constitution, c'est qu'il y a des dispositions, si vous voulez les changer, vous ne pouvez le faire qu'en retournant au référendum. Si vous qui voulez les changer? Le responsable exécutif qui sera au pouvoir. D'accord. S'il veut changer telle ou telle disposition, il est contraint d'aller au référendum. Il ne peut pas passer par le Parlement. C'est ce que nous réaffirmons ici. Pour abonder dans le sens du docteur Leinda, il parlait tout à l'heure de la protection des Gabonais de l'étranger et il réaffirmait le fait que le Gabon soit ouvert au monde. Mais je veux dire aux compatriotes de la diaspora que dans ce projet de constitution, nous prévoyons qu'ils aient des députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale. La loi se chargera de définir leurs modalités de désignation, mais ça c'est une nouveauté. Nous inscrivons résolument dans la modernité, dans la participation de tous à la gestion de la cité. Ce sont des avancées majeures dans une constitution dont on ne parle pas beaucoup, mais voilà de grandes avancées. Le référendum comme moyen privilégié, la participation de tous aux choses de la cité. Institutionnalisation du dialogue politique, économique et social. Voilà. Vous votez également. Oui. Et par exemple aussi, on ne l'a pas assez dit. Par exemple, le droit d'accès permanent à Internet. Voilà. Alors là, on a l'ère des nouvelles technologies de l'information, de la communication. Le droit d'accès permanent à Internet. Permanent. Je voudrais bien insister là-dessus. Là, on est sorti de la promotion de la bonne gouvernance. Non, on est dans la bonne gouvernance. On est dans la bonne gouvernance. Bien sûr. Alors, c'était juste un rappel pour dire un aspect de modernité qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais c'était un aspect d'ouverture. D'accord. Et voilà, de modernité. Mais lorsque vous dites justement... dire que mais cette disposition, c'est un débat que nous avions eu au Comité constitutionnel national, mais, excusez-moi, 2009, à l'orée de la proclamation des résultats, coupure d'Internet. 2016, à l'orée de la proclamation des résultats, coupure d'Internet. 2023, on n'a même pas attendu. Donc avec cette mais on n'aura plus droit à une coupure d'Internet. On dit que soit l'élection, il y aura plus de coupure d'Internet. C'est ça ? C'est pour dire que... Ce serait anticonstitutionnel. Ce serait anticonstitutionnel. Ce serait une violation flagrante de la Constitution et des droits fondamentaux des Gabonaises et des Gabonais. Mais lorsque vous dites justement, toujours dans ce sens, le droit à l'accès à l'eau potable et à l'énergie, on sait quand même que déjà c'est des droits fondamentaux de l'être humain. Alors l'insister là-dessus, c'est par rapport à une société quelconque ou bien la situation que nous vivons. Oui, cela veut dire que tout Gabonais, quel que soit l'endroit où il se trouve, est en droit de réclamer à l'État qu'il soit possible pour lui d'avoir accès à l'eau et à l'électricité, de pouvoir le revendiquer comme le droit à l'éducation, de pouvoir le revendiquer comme le droit à la santé. C'est aussi revendiquer le droit à avoir de l'eau courante et de l'énergie, quel que soit l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire que l'État doit pouvoir aménager des politiques publiques qui permettent à chacun, où qu'il se trouve, d'avoir accès à l'eau et à l'électricité. On peut ajouter à cela la volonté de cette Constitution de financer la vie politique. Et donc ça va induire le plafonnement et le contrôle des budgets de campagne politique. C'est des principes de bonne gouvernance.
Et puis, le texte, la Constitution en elle-même, permet d'installer dans la conscience de tous les Gabonais l'espérance d'une alternance. Parce que vous avez des articles qui fixent les intangibilités, et vous avez, dans ces intangibilités, la durée du mandat et le nombre de mandats. La démocratie, c'est l'alternance. Quoi qu'on veuille, c'est de savoir que si je suis élu à une fonction et que je n'assume pas les responsabilités qui sont les miennes, le peuple peut en décider autrement et partir. Là, nous avons aussi des aspects de bonne gouvernance. Tout à fait. Et vous avez des exemples comme ça dans la lutte contre la corruption. La Constitution vient marteler les grands principes de transparence, de lutte contre la corruption, et c'est très bien. Ce sont là nos propres turpitudes qu'il faille aménager et nous donner un espace à une nouveauté qui surprend quand même, maintenant, cette fois, l'obligation de déclaration des biens des autorités publiques. Ce n'était pas mentionné, c'est étrange ça, non? C'était dans une loi. Une loi. Maintenant, ça devient constitutionnel. Constitutionnel. Et vous voyez que là, ça attrape un peu de hauteur et d'espace. Donc, on ne va pas tergiverser là-dessus, c'est constitutionnel. Oui. Et quelque chose qui a également fait jaser, on va dans le chapitre suivant, c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire. Voilà, tous les Gabonais le constatent pour le déplorer. Dans cette Constitution, qu'est-ce qui garantira mieux? Quels sont les textes? Qu'est-ce qui a été fait et qui fera en sorte que effectivement le Gabonais pourra assister à une véritable indépendance du pouvoir judiciaire? Bon, allez-y. Alors, le Gabonais pourra effectivement assister à une véritable indépendance du pouvoir judiciaire parce que lorsque vous regardez l'article 148, il y a une réorganisation du Conseil supérieur de la magistrature par le retrait du ministre de la Justice et des parlementaires. Quand on sait généralement que le ministre de la Justice était la personne qui chapeautait le ministère de la Justice et des parlementaires qui étaient pour la plupart issus d'une coloration que je ne dirai pas ici. Donc aujourd'hui, avec le retrait de ces personnes-là, les Gabonais peuvent avoir le sourire et penser et vivre la liberté de la justice, effectivement. Et on peut ajouter aussi que, et là c'est à peu près ce qu'il faut affirmer, l'indépendance du pouvoir judiciaire est affirmée dans nos constitutions depuis 1961. Maintenant, quels sont les acteurs qui animent la justice? Là, il y a le problème. L'inamovibilité du juge assis, donc le juge qui juge, est garantie par la Constitution depuis toujours. Et il y a le juge debout, le parquet, qui, lui, peut subir les assauts du pouvoir politique. Maintenant, la garantie essentielle de la liberté et de l'indépendance des juges va dépendre de la qualité de la formation de ces juges, de l'environnement qu'on leur accorde, dans la capacité qu'ils ont à travailler. Si un procureur n'a pas de moyens pour aller investiguer, vous croyez qu'il aura la garantie, la liberté d'agir? Non. Si un juge, président de tribunal, a un budget de 1 million à l'année, vous croyez qu'il a vraiment la liberté d'aller agir? Non. Je pense qu'on a eu des débats ainsi. Sortir le président de la République du Conseil supérieur de la magistrature, ça suffisait à dire que la justice est libre. Vous savez, la séparation de pouvoir établie par le général de Gaulle et son ami Debré n'est pas une séparation rigoureuse. Ça a été une alchimie qui a permis, si vous voulez, la superposition, sinon la relation dans une espèce de courroie de transmission des trois pouvoirs. Le président qui est élu, il prête serment devant les juges. Sont-ils séparés, les deux pouvoirs? Alors voilà. Donc, le gouvernement qui veut prendre un acte va prendre un avis devant le Conseil d'État. C'est vrai que ce n'est qu'un avis, mais c'est pour vous dire qu'ils ne sont pas si séparés que ça. Il y a là-dedans maintenant à installer des hommes libres, des hommes et des femmes libres, qui savent de quoi on parle. Puis, pour enchérir, surtout vous parliez d'indépendance, l'indépendance de la justice. Dans le cas de la réorganisation, par exemple, du Conseil supérieur de la magistrature, le poste de président est certainement maintenu par le président
qui sera élu le président de la République. Mais en l'état du texte, en l'état du droit positif en vigueur, c'est que la vice-présidence était assurée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui était par ailleurs aussi l'ordonnateur de la plupart des crédits dans les différents ordres de juridiction. La nouveauté avec la réorganisation du Conseil supérieur de la magistrature, c'est que la vice-présidence de ce conseil sera assurée de façon rotative par les différents présidents des ordres de juridiction. Il s'agisse de la juridiction de l'ordre administratif, de l'ordre judiciaire ou encore de l'ordre financier. C'est une avancée majeure parce que finalement, dans les faits, ce sont ces juridictions, ce sont ces chefs de juridiction qui organisent évidemment, qui veillent au suivi de la carrière des magistrats. Ce sont eux qui préparent, n'est-ce pas, les dossiers qui vont être débattus lors du Conseil supérieur de la magistrature. In fine, ce sont aussi ces chefs de juridiction qui notent leurs collègues, qui permettent la passation des grades et éventuellement des différentes distinctions qui sont accordées aux magistrats. L'exécutif n'a pas une part aussi active que l'on pourrait le dire. Mais surtout, autre avancée, c'est surtout l'autonomisation budgétaire. Ça veut dire que dans le projet actuel, chaque ordre de juridiction pourrait obtenir ou aura ses crédits. Chaque ordre de juridiction pourra éventuellement disposer d'une aire de la guerre, disons-le comme ça. Et comme on est autonome financièrement, on peut croire aussi, d'une façon, en étant peut-être plus ou moins naïf, croire qu'on ne pourra plus être sous l'ordre ou sous le commandement de l'exécutif. Parce qu'en l'état, le ministre de la Justice, c'est celui qui mouvementait ou qui mouvemente encore certains crédits dans certaines juridictions. Donc ça, c'est une nouveauté. Les magistrats, dès la rentrée, dès l'adoption de la nouvelle constitution, eh bien, ils se verront donc avec la caisse, la clé de la caisse, n'est-ce pas, qui n'avait pas jusqu'à présent. Vous parlez de la guerre, je prendrai la balle au bon tout à l'heure. Voilà. Alors cela dénote donc de la rigidité quand même de notre Constitution aujourd'hui, qui est difficilement aujourd'hui modifiable. Alors l'article 187, qui a donc été réécrit, dit ceci: le renforcement des situations obstacles à toute révision constitutionnelle, 12 mois précèdent une élection politique en cas d'intérim du président de la République, en cas d'exercice des pouvoirs exceptionnels. Ça a été réécrit. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cet article 187 ? Globalement, c'est de dire que pendant certaines situations, la Constitution ne peut pas être modifiée. Quelle situation ? Vous parlez de quelle situation, par exemple ? Par exemple, 12 mois avant l'élection, nous l'avons vécu ici l'année dernière. Février 2023. Février 2023. Quelques temps avant le début du match, on a décidé de changer les règles du jeu. Je crois qu'il a beaucoup manifesté, il s'est beaucoup battu sur le sujet. Quelques instants avant le coup de sifflet du début du match, on décide de changer les règles du jeu qui nous arrangent parce qu'on se dit, il se peut qu'on perde le match à la fin et essayons de faire en sorte de mettre tout en œuvre pour gagner le match. Nous disons dans ce projet de constitution que l'on ne peut pas changer les règles du jeu 12 mois avant une élection. Donc au moins un an avant. Au moins un an avant. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Et encore que si vous voulez le faire, vous devez le faire très généralement en passant par la voie référendaire. Voilà. Donc c'est-à-dire que les acteurs politiques, et ça réaffirme la démocratie, les acteurs politiques vous verront venir de loin. Parce que vous allez dire que je vais organiser un référendum longtemps à l'avance pour modifier ceci ou cela. Et les acteurs politiques, les opposants, qui bénéficient désormais aussi du droit de l'opposition démocratique, vous verront venir de très loin avant même le début du même le référendum. Et tout cela est verrouillé, cet article 187 est verrouillé par l'article 189. L'interdiction de modifier l'article 187 qui prévoit les intangibilités. Il y a une pourquoi cette nécessité? C'est-à-dire s'il n'y avait pas cet article 189, il se pourrait que l'article 187 soit néanmoins bafoué. Oui. Non, on écrit sa constitution selon sa culture et selon son vécu politique. Nous avons un vécu politique. Il vous l'a dit, mon ami d'à côté, il vous a bien dit qu'entre 91 et 2000,
23, on a changé de constitution pendant 9 records absolus sur le plan continental et mondial. Donc cette instabilité constitutionnelle n'était due qu'à l'appétit, aux ambitions personnelles des individus. Ce n'était pas le fait des préoccupations tellement prises en compte pour le peuple. Donc aujourd'hui, on a introduit une notion d'intangibilité. C'est une sorte de verrou qui permet quand même de garantir. Et vous savez, quand on introduit ça, et que j'entends qu'on a fait une constitution qui installe les monarques, c'est qu'on est vraiment un peu dans l'esbrouf. Je crois que quand on lit ça, tout président sait qu'il ne fera pas plus de 2 mandats. S'il est d'ailleurs doué, il en fait 1, et s'il n'est pas doué, s'il est doué, il en fera 2, mais s'il n'est pas doué, il en fera un seul. Donc c'est au moins ça, c'est garanti, et personne ne peut toucher à la durée ou au nombre de mandats. Oui. Peut-être avant, pour que je ne perde peut-être pas le fil des idées, vous aviez posé la question pourquoi le véhicule, le président l'a dit, pourquoi le verrou. Mais il y avait une jurisprudence constante en la matière, c'est que tous les chefs d'État qui voudraient rester au pouvoir, ils n'avaient qu'à modifier. Ça s'est passé dans l'un des pays, frères, je ne citerai pas le nom, où pour pouvoir procéder à la modification de l'article précisant que le mandat ou la durée du mandat du président ne pourrait être modifié, ils ont procédé à la modification de cet article même. Donc, en modifiant l'article, cela leur a permis de pouvoir proroger le mandat du président de la République par la modification constitutionnelle qui en a découlé. Donc, c'est on vous l'a dit, lorsque nous étions en phase préparatoire, lorsque nous travaillions, que nous avons pris en compte l'expérience. Évidemment, d'autres pays, nous avons fait du droit comparé. On vous l'a rappelé ici hier. Et donc, cette jurisprudence qui avait tendance à s'installer, nous, on l'a vu venir. Et nous avons dit, et même l'article qui dit que cet article est intangible, lui-même, il est intangible. On ne peut même pas le modifier. Donc, c'est un triple verrou, d'abord. Premier verrou, on ne peut pas modifier, mais l'article qui dit même qu'on ne peut pas le modifier, lui-même est intangible. Et ça va plus loin, je pense que c'est là où on chute avec l'article 136, sanctions contre le président qui tente de procéder à des modifications interdites pour se maintenir au pouvoir. Sauf qu'on ne précise pas lesquelles. De sanctions. On parle simplement d'accusé de crime. De haute trahison. Il y aura la haute trahison. La haute trahison, elle est définie, évidemment. Elle est définie dans le projet de constitution. Et la tentative de modification de la Constitution, c'est de la haute trahison. La haute trahison. Et qu'est-ce qu'il encourt si cela arrivait, sanction pénale. Sanction pénale. D'abord, c'est la destitution. C'est d'abord la destitution, mais en plus, des sanctions pénales. Des sanctions pénales. C'est de la haute trahison. Si on avait eu cette disposition auparavant, vous imaginez bien que nous serions prémunis d'un certain nombre de désordres qu'on a pu observer. Monsieur Zengemando, vous vouliez intervenir? Tout simplement dire que, comme le disait notre ancien ici, que c'est tout simplement le vécu des actions politiques qui a permis en sorte qu'on puisse ne plus revivre ça, parce que ça fait du mal à beaucoup de Gabonais, ça fait du mal au droit gabonais, ça fait du mal à beaucoup de générations. Vous imaginez un peu, si on avait pris la peine de faire ces travaux-là depuis, on n'en serait pas aujourd'hui. On aurait évité les massacres de 2009, on aurait évité les massacres de 2016. Et Dieu merci, le CTR est arrivé en 2023 et a pris ses responsabilités, comme il est contenu dans la Constitution, justement. Je parlais de rebondir sur les propos du docteur Andy lorsqu'il parlait de nerf de la guerre, justement. Non, ce n'est pas la promotion, c'est le développement de nos territoires. La décentralisation, sans éternel problème, la décentralisation. Je pense qu'il y a des nouveautés dans ce qui est prévu pour ce projet constitutionnel en matière de décentralisation pour que, une bonne fois pour toutes, nos provinces se développent. Oui, Martial, il y a quoi de nouveau? Nouveau, une dotation globale annuelle d'un montant qui va être défini par la loi et inscrit dans la loi de finances pour chaque année. C'est celle-là la nouveauté.
D'accord. Ça veut dire que le développement de nos collectivités et autres, en tout cas le développement du Gabon, doit commencer par la base. Développement pyramidal, on commence par le bas et on va vers le haut. Parce que c'est une avancée majeure pour l'effectivité de la décentralisation. Et cette question, le professeur Bruno Peyban pourra en attester, a fait l'objet de discussions qui nous ont permis de pouvoir inscrire cela dans le marbre afin que nos collectivités, évidemment, puissent connaître un nouveau souffle. Voyez-vous, lors de la prise de pouvoir par les militaires, il a été organisé courant le mois de février et mars 2023, la deuxième réunion du comité technique de décentralisation. Cette réunion à laquelle j'ai pris part en qualité de rapporteur des travaux a permis à ce qu'au sein de cette réunion, nous puissions adopter 17 délibérations en ce qui concerne le transfert de compétences et des moyens aux collectivités. Il était question, pour pouvoir mettre en œuvre ces délibérations, qu'il soit adopté ou préparé un budget qui permette cette décentralisation effective. Alors, avec cette dotation annuelle qui est prévue au sein du projet constitutionnel, eh bien, les collectivités pourraient avoir les fonds nécessaires à la mise en œuvre de la décentralisation qui peine depuis la loi de 1996. Il y a eu la loi encore en 2015, mais depuis lors, eh bien, nos différentes collectivités ne connaissent pas un véritable essor vers leur félicité. Je pense que... Et pour rajouter, il y a un élément très important, c'est le référendum d'initiative locale. C'est-à-dire que les populations peuvent, par des consultations locales, par des consultations régionales, orienter les responsables locaux dans le sens de mettre en œuvre telle ou telle politique publique. En fait, l'idée, c'est de faire participer les populations de nos régions et de nos territoires au développement des endroits où ils vivent. Très généralement, tout se déroulait depuis Libreville. On décide de faire ci ou ça, alors que, en supposant que c'est ce dont les gens ont véritablement besoin maintenant. Nous disons dans son projet de constitution que les populations de l'Interland pourront, au sein de consultations avec les autorités locales, décider ensemble des politiques publiques à mettre en œuvre. Avec un fil conducteur toujours. Parce que dans cette constitution, il faut suivre l'esprit. Nous voulons parler des langues, mais nous avons des territoires, des collectivités locales. Ces territoires, afin d'asseoir un développement harmonieux, il faille donner à ces territoires une dotation annuelle. C'est vrai que des lois spécifiques viendront préciser les modalités de péréquation qu'il peut y avoir à l'intérieur de cette dotation. Mais que d'ailleurs, je dis aux financiers de l'État, ça ne devrait pas les effrayer. On saura tous, un bon père de famille, faire cette péréquation pour que l'État dote à chaque collectivité territoriale une dotation annuelle adaptée à sa capacité, à son étendue et aux populations vivant sur ce territoire. Donc, on recherche toujours l'installation et la pérennisation de nos populations dans un ancrage territorial suffisamment soutenu. Alors, je voudrais revenir un peu, c'est vrai qu'on est dans le moment des explications, permettre également d'édifier le téléspectateur. Alors, ces derniers temps, il y a des articles qui font couler beaucoup d'encre et de salive, notamment les articles 53, 72, on en parle énormément. Alors, revenir là-dessus, vous qui êtes membre du comité constitutionnel national, pour mieux expliquer aux Gabonais que disent réellement ces articles 53 Article 53 et 72. Quant à l'obligation pour le candidat à l'élection présidentielle d'être marié et de parler une langue locale. Et le 72 également. On dit que c'est... Professeur. C'est nouveau. Je vais faire une petite digression. Je vais vous dire qu'en réalité, je ne comprends même pas pourquoi il y a débat sur ce type de sujet. Nous sommes ici dans notre confort de Gabon Télévision, avec de la climatisation, mais je peux vous garantir que le Gabonais de Kingele, d'Akébé, de Bitam, d'Oyem, ce n'est pas un débat pour lui que d'être marié pour être président. Ce n'est pas un débat pour lui de parler une langue locale
pour être président de la République? C'est un débat des politiciens. Nous ne faisons pas de débat de politiciens. Nous disons que pour être président au Gabon, le président des Gabonais, il faut être marié, notamment, il faut parler une langue ou sa langue vernaculaire, il faut notamment être gabonais, né de parents gabonais, eux-mêmes nés gabonais. Ça ne devrait même pas susciter le débat. Est-ce que cela veut dire que nous excluons? Non, ce n'est réservé qu'à la fonction présidentielle. Mais excusez-moi, tout le monde ne peut pas être président de la République. C'est la présidence de la République, premièrement. Deuxièmement, une petite boutade, vous avez plus de chances dans votre vie de devenir millionnaire en jouant au PMUG que de devenir président de la République. L'élection de la présidence de la République a lieu une fois tous les 7 ans si ce projet est adopté. Alors que si vous multipliez 7 par 365 et que vous jouez au PMUG tous les jours, vous avez plus de chances de devenir millionnaire et milliardaire que de devenir président de la République. Tout le monde pense à la présidence de la République. Tout le monde ne peut pas l'être. Il faut l'accepter. Il ne faut pas le prendre personnellement. Ce n'est pas une question d'exclusion, c'est une question d'exclusivité et de protection de la première institution de la République gabonaise. Alors, nous n'en sommes pas encore au débat. Et d'ailleurs, c'est des explications déjà. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs, parce qu'il y a des internautes, ces plateaux spéciaux sont prévus aller jusqu'au 6 octobre, donc dimanche prochain. Depuis hier, depuis lundi, nous sommes dans une dynamique pédagogique parce que s'il faille se prononcer sur le oui ou sur le non, encore faudrait-il savoir de quoi se composent les 194 articles de ce projet constitutionnel. Et là, nous sommes en train de présenter au fur et à mesure ces articles, notamment en termes de nouveautés, en termes de réécriture ou en termes de retrait. Voilà qui est dit. Nous ne sommes pas encore... mais c'est un problème pédagogique de savoir que le président de la République doit être marié, si c'est une femme ou un homme. Mais avons-nous un village dans le Gabon où le chef de village n'est pas marié? Ça n'existe pas. On explique aux Gabonais que cette constitution est entièrement ordonnée parce qu'elle prend en prise sur nos réalités. Elle veut asseoir un principe de développement qui tienne en compte notre vécu, notre ancestralité, notre cosmogonie. Non, moi je ne connais aucun village gabonais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, où un chef dans une communauté villageoise est célibataire. Il fera l'objet de toute la risée. Chez moi, enfin, on dit... c'est-à-dire que la nourriture qui arrive au corps de garde, on sait la femme qui l'a préparée. Tout à fait. Et son mari est là-bas. Mais il n'arriverait pas dans nos conceptions que tu prennes la communauté pour nous, Téké, Kota et tout, ou quelqu'un commande une communauté et il est célibataire. Au contraire, je peux le dire ici, ils sont même polygames. Mais à l'époque, je pense... bon, après, on sait peut-être des faits de ce genre de pratique, mais à l'époque, pour accéder à certains postes de responsabilité, même dans l'administration, le fait d'être marié était un bon point, au moins. Mais dans nos villages, moi, je m'intéresse à ça. Je le disais aux étudiants à l'époque, dans nos villages, vous arrivez avec votre grand frère, il n'a pas de femme. Le petit frère est venu avec une femme. On donne le logis au petit frère. Avant le grand frère. Ça fait partie de notre culture. Le statut des personnes est un statut assez protecteur de la dignité des valeurs humaines que on conçoit de donner la chambre au petit frère, mais parce que lui, il a une femme là, in situ. Le grand frère est célibataire ce jour-là, on ira chercher sa chambre après. C'est ça la culture gabonaise. Donc, ce n'est pas une fantaisie que de vouloir que notre président ou notre présidente soit une personne mariée. Ce n'est pas une fantaisie, c'est culturellement ce que nous sommes. Alors voilà qui est dit pour l'article 53. L'article 72, c'est ça? L'article 72, revenir dessus? C'est sur la dissolution. C'est l'article qui fait
coulé beaucoup d'encre. Mais il faut le lire dans le détail. C'est très important. Il faut lire cet article dans le détail. Après consultation des deux présidents, et donc dans des situations particulières que l'on peut dissoudre, premièrement. Ensuite, on ne peut pas dissoudre juste après l'élection. Voilà, juste après l'élection. Mise en accusation. Juste après l'ouverture d'une mise en accusation. Excusez-moi, ça veut dire que dans un mandat, en réalité, il ne peut y avoir qu'une ou deux dissolutions. Encore que, quel est l'intérêt de dissoudre en réalité? C'est quand les institutions sont éventuellement bloquées. Mais nous avons intégré dans ce texte des mécanismes qui conduisent à un dialogue permanent entre les différents pouvoirs. Il n'est pas question d'installer une séparation des pouvoirs rigide. Le président le disait tout à l'heure. Nous avons installé une séparation des pouvoirs souple dans ce texte. L'idée qui prévaut toujours, c'est que peu importe la fonction que l'on occupe, peu importe le pouvoir dans lequel on se situe, les acteurs politiques dialoguent entre eux dans la recherche de solutions, dans la recherche de compromis. Est-ce que on lit tout ce qui se dit, on entend tout ce qui se dit que ce serait une constitution dangereuse? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce sont des discours politiciens. Alors, un point peut-être qu'on n'a pas relevé, celui de l'article 21, l'obligation du service militaire pour renforcer l'amour de la patrie. C'est une nouvelle disposition. Alors, cette obligation du service militaire, ça concernera tout le monde, femmes comme hommes? Ah oui, tout le monde, sans exception. À partir de quel âge? La loi viendra en fixer, les modalités écrites. On veut ramener le citoyen, nos jeunes, vous savez, au patriotisme, au civisme. Vous avez ça, vu? c'est eu égard invécu. Oui. Enfin, à ce qu'on constate. Bien sûr. L'actualité voulant, vous avez vu récemment comment un de nos jeunes compatriotes... Sur ce point, M. Ndongue est très partisan. C'est illustré de façon plus ou moins... voilà. À l'effigie, voilà. L'effigie du président, quand même. C'est quand même des choses que l'on ne voudrait plus regarder, on ne veut plus les voir, finalement. Vous avez vu aussi en début avec le chant, l'hymne national, tout à fait. Dans le cadre des administrations publiques et même privées. Donc c'est ce retour quand même au patriotisme. Parce que lorsque l'on a constaté dans certains domiciles des caisses énormes d'argent, pendant que des femmes... mettre au monde des enfants au sol, que dans l'un des principaux hôpitaux de notre capitale, il manque d'eau, il manque parfois d'électricité, eh bien, ce sont ces situations dramatiques qui font qu'à la fin, on arrive à se poser la question, est-ce que vraiment vous êtes Gabonais? On va leur enseigner les notions de discipline, et de valeurs républicaines. Aucun pays, madame, aucun pays ne se construit dans le désordre. Aucun développement, à l'exemple de ce qu'on peut comparer comme expérience, ne s'est construit sans l'ordre. Il nous faut retrouver l'ordre. Ce pays a souffert d'un laisser-aller, de l'indiscipline caractérisée. Je roulais hier sur la voie express. Un taxi-bus était devant ma voiture. Un sachet en est sorti. Vous croyez que vous pourriez voir ça dans beaucoup de pays, en Afrique ici? Non, il faut qu'on nous remette à la discipline. Parce que c'est la discipline seule et l'ordre qui fonde le développement. Si chacun fait comme il veut, chacun urine où il veut, chacun balance tout ce qu'il veut sur les trottoirs et les caniveaux, nous n'atteindrons pas le développement espéré. Messieurs, nous sommes arrivés quasiment au terme du temps qui nous était imparti pour ce plateau volume 2, on va dire, pédagogique sur la nouvelle constitution, autour de la nouvelle constitution. Allez, Harold Steve Nzue Ngemondo, au terme donc de ce plateau, qu'est-ce que vous diriez aux Gabonais autour de la nouvelle constitution, bien sûr? Bon, autour de la nouvelle constitution, je veux dire aux Gabonais que la nouvelle constitution, le projet de nouvelle constitution n'est pas l'émanation du président de la transition, comme on dit, parce que c'est ce qui se dit
dans les réseaux et ici et là. Le projet de nouvelle constitution est l'émanation même de la volonté générale des Gabonais. Parce que pour qu'on y arrive, il a fallu d'abord qu'on ait un dialogue national inclusif. On a vu la participation de beaucoup de Gabonais, venus même de l'étranger. On a vu des Gabonais qui sont venus à la diaspora. On a vu même une jeune compatriote, élève, qui a pris sa contribution, qu'elle a déposée au ministère de la Réforme des institutions. Vous voyez que c'était un dialogue qui a été très inclusif, on va même le dire comme ça. Donc, ce que les gens pensent par rapport aux conditions de la fonction présidentielle, je pense que le débat, il est ailleurs. Le débat, il est ailleurs. Et comme on le dit généralement chez les militaires, lorsqu'on veut atteindre un objectif, on doit se fixer 3 hommes. On doit fixer 3 points. Un homme, une mission et les moyens. Et je crois que c'est ce que le CTRI est en train de mettre en place. Docteur Leïnda? Oui. Alors, il est bien aisé pour moi de pouvoir rappeler à nos compatriotes que les membres du Comité constitutionnel national ont travaillé avec rigueur, avec abnégation et surtout avec patriotisme. Tout au long de cette émission, nous vous avons rappelé le contexte dans lequel les travaux se sont déroulés. On vous a parlé des expériences qui nous ont amenés à pouvoir opter pour telle ou telle autre disposition, réaffirmant les droits à la dignité du peuple gabonais, tout en n'étant pas fermé à l'étranger, à l'extérieur. La restauration de nos valeurs. Le renforcement, n'est-ce pas, de règles de bonne gouvernance. Ce sont là les principaux caractères de ce projet de constitution. Tout Gabonais qui nous entend, tout Gabonais qui nous écoute, doit pouvoir se reconnaître dans les dispositions qui ont été évoquées, discutées ici sur ce plateau. Donc, nous ne pouvons que saluer l'initiative qui est la vôtre, puisque c'est vous qui nous recevez, pour que, en tant que membre du Comité constitutionnel national et au nom du coordonnateur, vous dire merci et de pouvoir poursuivre votre œuvre de pédagogie. Le pays en a besoin. Merci bien. Le professeur Véhéban. Mon collègue du comité a déjà presque tout dit, mais je veux dire ceci aux Gabonais. Personne n'a le monopole du cœur et de l'émotion du Gabon. Tous les Gabonais aiment le Gabon. Les membres du comité constitutionnel national, quand nous avons travaillé avec, en ligne de mire, la volonté de reconstruire notre pays que nous aimons tant. Donc, que les Gabonais lisent ce texte. Il n'y a pas que la politique dedans. Certaines personnes bien vêtues, qui s'expriment très bien, qui peuvent de temps à autre être séduisantes et dire des choses intéressantes et intelligentes, mais qui dans le fond ont des agendas cachés, ne vous révéleront pas le contenu réel de ce texte si vous ne le lisez pas vous-même dans le détail. Ce texte est sur les réseaux sociaux. Lisez-le, faites-en vous-même une idée précise de ce texte et le moment venu, vous vous exprimerez en connaissance de cause. On le trouve où exactement sur les réseaux sociaux? Officiellement? Il l'a dit. Le professeur l'a dit sur les réseaux sociaux. Il est diffusé, il circule librement. Il suffit de demander à 1 ou 2 personnes dans un groupe WhatsApp, très probablement, et vous l'obtiendrez. Non, ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que nous entendons ceux qui s'expriment quotidiennement sur la question. Non, on a compris. Voilà. Et qu'il n'y a pas que la politique dedans. Il n'y a pas que ça dedans. Il y a beaucoup de choses qui concernent les Gabonaises et les Gabonais. Et il est temps que les Gabonaises et les Gabonais s'approprient ce texte et s'en fassent une idée définitive, débarrassée des vous-vous-et-là de ceux qui veulent le dénigrer. Nous osons croire que les Gabonais, justement, prendront en compte vos paroles, sinon vos orientations, à lire, justement, cet avant-propos, cet avant-projet de la loi fondamentale. Monsieur Norbion, pour terminer cette émission. Non, je tiens d'abord à vous féliciter. Ce pays a besoin de pédagogie. Vous savez, comme disait Umberto Eco, les réseaux sociaux ont donné la parole à tout le monde. Les paroles qui s'arrêtaient au comptoir des bars.
ne s'arrêtent plus au comptoir des bars, elles vont plus loin parce que tout le monde peut poster ce qu'il veut. Bien sûr. Mais nous devons avoir une constitution pour sortir de la transition. Et c'est nécessaire. Il y a certainement dans ce pays de 2 millions d'habitants, 1 million de spécialistes en constitution. Donc une constitution ne fera pas l'unanimité. Il y en a 1 million, certainement. Mais ce que le comité constitutionnel a fait, c'est de nous trouver une ingéniosité propre, adaptée au phénomène de nos temps et de notre culture. Nous pouvons saluer cela. Parce que, je le répète, il n'est pas question de rester longtemps et éternellement dans le mimétisme. Il faut être inventif soi-même. Le développement, il est endogène. Il doit sortir de nos tripes. Voilà une constitution qui est écrite par les Gabonais. Elle ne sera pas parfaite. Aucune constitution d'ailleurs n'est parfaite. Mais elle a le mérite de nous lancer dans une aventure qui peut asseoir une véritable démocratie. Et je terminerai par dire, quelles que soient les constitutions, elles sont bien écrites ou pas. Ce n'est pas ça seulement qui donne des institutions fortes. En fait, pour avoir des institutions fortes, il faut des hommes et des femmes qui se surpassent, qui savent admettre que j'ai perdu une élection et que je laisse la place à l'autre. C'est cela, la force des constitutions. On a beau écrire ce qu'on voudra, tant qu'on n'aura pas trouvé des hommes qui se surpassent et qui savent se mettre en responsabilité d'assumer leurs actes, nous n'aurions pas d'institutions fortes. Donc les deux compartiments fonctionnent ensemble. La constitution écrite et les hommes qui l'animent. Il faut donc dire aux Gabonais que cette constitution a la valeur de nous placer dans un espace nouveau de créativité et que nous avons la mettre à l'épreuve et à l'épreuve des acteurs politiques. Et comme disait mon collègue d'à côté, il n'y a pas que la politique là-dessus. Vous savez, les 801 amendements n'ont pas porté sur toute la Constitution. Bien sûr. Ils ont porté sur quelques points précis, une dizaine d'articles, alors qu'il y en a 194. Vous voyez, donc il ne faut pas fixer tout un pays à ne faire que de la politique. Il faut comprendre que cette Constitution proclame le libre exercice de l'activité économique, proclame la liberté d'apprentissage, proclame la liberté d'aller et venir. Mais c'est cela déjà. Et si on peut mettre tout ça en route, on peut avoir et espérer un pays prospère. Je vous remercie. Voilà ce qui est dit, Martial. Merci à vous, cher Aîné. Merci, messieurs, de nous avoir accordé de votre temps, d'être venus expliciter, en tout cas aux Gabonais, le contenu de ce projet. Quant à vous, merci pour votre fidélité renouvelée. Juste vous dire qu'un bon débat repose et s'assoit sur une bonne pédagogie. Patricia, on se retrouve demain. À demain. Merci. Bonsoir chez vous.